Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un. Je pense que c'est la première fois que je pense qu'il s'exprime sur un média alternatif. En tout cas, sur ce sujet-là, ça, c'est la première fois. Et donc, c'est un de nos jeunes auteurs qui signe son premier livre chez nous sur Nietzsche et les nationalistes français, que vous avez en lien de description. Et donc, voici le jeune auteur en question. Julien Dupré, bonjour. Bonjour, merci à votre invitation. Donc, voilà, c'est votre premier livre. Il est issu d'un travail universitaire. Il est préfacé par votre ancien maître, que nous connaissons bien au Cercle Aristote, le grand historien spécialiste, entre autres, des années 30, Olivier Dard, que nous avions reçu sur son Maurras au moins. Je crois qu'on l'a reçu une deuxième fois également. Or, donc, voilà, c'est un ouvrage lesté, c'est le moins qu'on puisse dire, et sur un sujet qui, sans être un sujet d'actualité immédiate, est un sujet qui, pour l'histoire des idées, particulièrement pour l'histoire du nationalisme français, est un sujet relativement important, et on ne peut qu'encourager votre livre à avoir le plus grand succès, ceux qui voudraient d'ailleurs se le procurer. Le lien est, que je ne méconnais pas, la fainéantise du surfeur sur Internet, qui est une déclinaison d'ailleurs de la fainéantise des surfeurs tout court. Mais voilà, n'entrons pas là-dedans. Et donc, je vous laisse à votre sujet et je vous dis à tout à l'heure à la fin de l'entretien. Merci à vous. Alors, bonjour à votre public, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mon livre sur Nietzsche et les nationalistes français, publié chez Perspective Livre. Donc, c'est un ouvrage qui est issu de 2 ans de recherche à l'université. C'est un ouvrage qui traite de l'histoire des droites françaises, qui est un sujet qui était un petit peu délaissé. C'est difficile de trouver effectivement des études sur la pensée conservatrice, sur les pensées de droite en général, sur un certain nombre de sujets, que ce soit l'éducation, le social, la culture économique, leur rôle dans la formation des élites. C'est des études qui sont quand même assez difficiles à trouver en dehors de quelques biographies ou quelques cas, spécifiques. Donc j'avais envie d'essayer de travailler l'histoire de la réception d'un auteur dans les milieux politiques de la droite française, sur une période relativement longue pour essayer de voir comment ça se change en termes de renouvellement des générations, comment différents auteurs vont, pouvoir s'appuyer sur une œuvre, comment est-ce que ça va être l'objet de lutte, d'interprétation, comment ça peut devenir une ressource qui peut être utilisée pour le débat d'idées, pour essayer de s'imposer dans la vie intellectuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles que ça permet de faire sur d'autres auteurs ou d'autres contextes de réception. Donc, même si le public n'est pas forcément familier de Nietzsche spécifiquement, il pourra voir dans la méthode, d'approche, beaucoup de parallèles possibles avec d'autres auteurs, d'autres écrivains possibles. J'ai voulu travailler sur les droites aussi parce que, contrairement à un philosophe de plateau télé, monsieur, Geoffroy de la Gasnerie, je ne pense pas que la droite ne pense pas, hein. On connaît cette, intervention qui avait suscité la polémique. Je pense que, si on veut se faire, son propre avis sur les pensées de droite, car elles sont plurielles et bien souvent, comment dirais-je? Bien souvent en prise les unes avec les autres, il me semble qu'on doit d'abord les étudier sérieusement comme on le ferait de n'importe quel autre, sujet, scientifique. Heu et je pense que le manque de curiosité intellectuelle, vis-à-vis justement de la diversité des pensées politiques est toujours une forme d'appauvrissement. On ne comprend, enfin, on a une pensée vraiment riche et profonde qu'en ayant conscience de la diversité des perspectives, possibles. D'ailleurs, c'est quelque chose que Nietzsche pratiquait lui-même, volontiers. Donc, s'intéresser, aux penseurs de la droite française. Alors, mon angle d'attaque était plus spécifiquement les nationalistes français. C'est un courant d'idées qui va, d'une certaine façon, se développer en France, à la fin du 19e siècle, après la défaite de 1870, dans un contexte, de sentiment de déclin de la France, à l'échelle internationale. Elle n'aurait plus le rayonnement et la puissance qu'elle pouvait avoir, à l'époque de la monarchie absolue ou de la France, napoléonienne. En tout cas, c'est ressenti comme ça par une certaine partie, des élites, culturelles et politiques françaises.
Et ça va donc donner naissance à une nouvelle forme de droite qui, plutôt que d'essayer d'imposer euh, une dynastie qui serait celle d'un roi ou des héritiers du bonapartisme, elle va plutôt essayer de se battre pour imposer une certaine conception de l'organisation politique et un ensemble d'idées politiques. C'est donc une période qui mérite d'être étudiée pour le développement des idées politiques. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a dans cette fin du XIXe siècle français une rencontre, ou en tout cas une coïncidence temporelle entre la diffusion des écrits de Nietzsche en France et le développement de ces mouvances nationalistes dans les droites françaises. En effet, les écrits de Nietzsche ont été peu connus de son vivant. Il meurt en 1900 pour situer auprès de notre public. Et la réception de Nietzsche se fait progressivement, mais elle suscite beaucoup de curiosité. L'Allemagne est un sujet qui intéresse beaucoup les intellectuels de cette période. C'est un petit peu le concurrent ou l'adversaire symbolique euh, dans les milieux intellectuels. C'est aussi un modèle pour la formation des universités qui se développe grandement à la fin du XIXe siècle. Et donc, on s'intéresse aux penseurs allemands. Il y a toute une introduction d'auteurs allemands. Ça marque beaucoup la philosophie de la Troisième République. Les auteurs allemands voilà, sont très étudiés. Et Nietzsche arrive dans ce contexte-là avec une position un petit peu d'outsider, car il paraît en décalage par rapport au style et à la forme des grands auteurs traditionnels de la philosophie allemande, les Kant, les Hegel, qui ont un style beaucoup plus conceptuel et beaucoup plus, on pourrait dire comment dire, un peu, un peu rude, un peu, comment les qualifier, des auteurs voilà, qui seraient beaucoup plus auteur de traités, auteur d'une démarche voilà, extrêmement austère, argumentative, tandis que Nietzsche apparaît comme un poète, comme quelqu'un qui veut casser les codes, qui écrit par aphorisme, avec un style parfois obscur. Donc ces écrits, voilà, ils n'ont pas tout à fait la réception spécifique au milieu de la philosophie. Il va avoir une réception en tant qu'écrivain et ça se diffuse très fortement dans la culture de la France et de l'Europe à la fin du XIXe siècle. C'est donc au même moment que se constituent les droites nationalistes françaises, la conjonction entre les deux entretient évidemment des affinités politiques. Et c'est là où je pense qu'il est important pour comprendre la réception de Nietzsche, de ne pas le dépolitiser, d'essayer de comprendre comment des mouvements politiques différents ont pu s'appuyer sur différents aspects de sa pensée, qui a beaucoup de paradoxes et des évolutions au cours du temps, mais je pense néanmoins que il était nécessaire de faire une étude de la réception de Nietzsche à droite parce que quand on lit Nietzsche, c'est l'interprétation que moi je défendrais, il est quand même difficile de ne pas y voir un auteur de droite. En effet, Nietzsche partage avec les mouvements de droite une très forte critique de la modernité dans ses aspects politiques, culturels et sociaux. Nietzsche n'apprécie ni la Révolution française, ni les mouvements socialistes et démocratiques du XIXe siècle. C'est un grand critique du libéralisme, c'est un critique de l'égalité des droits. Il a une vision profondément aristocratique du monde. Ses modèles politiques sont très souvent aristocratiques ou impériaux. Il admire la France de l'époque classique, de l'époque de Louis XIV. Il admire Napoléon, les grandes figures de dirigeants, les grandes figures d'empereurs, etc. Donc ces modèles finalement sont hiérarchiques et élitistes. Nietzsche, on voit vraiment qu'on a affaire à un penseur pour lequel les cultures sont des tentatives de produire des types d'individus supérieurs et l'embrassement de l'Europe n'est qu'un détail face à la perspective d'avoir produit un seul Napoléon. C'est-à-dire que vraiment l'histoire humaine travaille pour les grands types supérieurs. Il n'a pas du tout une vision humaniste du monde, mais une vision aristocratique et élitiste. Donc il a une réception à droite, précisément parce que ça rencontre toute une critique de la modernité, une critique de la démocratie. Nietzsche est un pourfendeur de l'égalité, qu'il considère comme un appauvrissement de la qualité des êtres, pourrait-on dire. Ça lui permet donc de rencontrer des lecteurs dans les milieux de droite radicale, dans les milieux sinon monarchistes, enfin parfois des monarchistes, mais parfois aussi voilà, des auteurs simplement critiques vis-à-vis de la vie publique sous la Troisième République, qui est une république parlementaire,
sans figure centrale d'autorité, puisque justement elle avait voulu se dissocier de l'héritage du Second Empire, donc du bonapartisme. Et cette vie parlementaire semble à beaucoup de contemporains médiocre, ennuyeuse et source aussi du déclassement de la France dans les rapports de force internationaux. Donc Nietzsche est absorbé par les penseurs nationalistes du tournant fin 19e, début 20e siècle. On trouve des traces de sa lecture, par exemple, chez Maurice Barrès, qui est une figure absolument décisive dans la formation du nationalisme français. Le nationalisme français, c'est d'abord les écrits de Maurice Barrès. Il est d'ailleurs important de noter le lien entre littérature et le développement de cette pensée politique. Les auteurs du nationalisme français sont souvent formés par les humanités, les lettres classiques. Ils se voient un petit peu comme des gardiens de la culture, de la culture traditionnelle française, de sa langue, d'un esprit aussi, hein, qui serait traduit justement par tous ces grands textes issus du passé. Donc c'est autour des milieux, avec donc Maurice Barrès ou les auteurs qui vont, comment dirais-je? Le côtoyer, lire ses écrits, que, les discussions vont commencer à tourner autour de Nietzsche et de la compatibilité ou la non-compatibilité de cet auteur avec, la pensée française en général et son interprétation, disons, droitière, donc une pensée française qui serait du côté des valeurs d'ordre, d'aristocratie, d'excellence, contre la démocratie qui serait le règne des masses, le règne des médiocres, le règne des parlementaires, et cetera, et cetera. Dans la lignée de Maurice Barrès, il y aura ensuite tout le mouvement de l'Action française, dans lequel il y aura toute une discussion et un débat interne, autour de l'œuvre de Nietzsche. L'Action française, donc un mouvement issu du nationalisme français, mais qui va s'orienter dans la perspective d'une critique de la République, quelle que soit sa forme. La République est considérée comme un régime fondamentalement antinational et décadent. Donc les nationalistes de l'école de Maurras vont développer un mouvement monarchiste. Et là aussi, on le voit dans le livre, j'analyse en détail finalement les compatibilités idéologiques entre les maurrassiens et Nietzsche, dans quelle mesure finalement la matière de leurs œuvres politiques respectives a pu se rencontrer. On voit chez ces différents auteurs une méfiance vis-à-vis du christianisme. Pour Nietzsche, le christianisme est la matrice de toutes les idéologies égalitaires modernes, et c'est une idée qu'on retrouve dans un certain nombre d'intellectuels qui ont pu côtoyer l'Action française à ses débuts, qui sont souvent des personnages un petit peu oubliés, mais qui justement marquent cette époque de la fin du XIXe siècle français, l'époque dite fin de siècle, avec cet esprit, disons, ce sentiment de décadence, ce sentiment de disparition de l'ordre traditionnel et de développement justement d'une culture de masse avec l'urbanisation et la culture des grandes villes. C'est dans ce contexte donc qu'il y a une appropriation antidémocratique de Nietzsche chez un certain nombre des auteurs qui vont graviter autour de Charles Maurras et du mouvement de l'Action française. Critique donc des valeurs égalitaires, de la démocratie, du libéralisme. Ce sont ces différents éléments qui vont permettre cette greffe. Alors, cette greffe, elle se fait quand même au prix de certaines difficultés, ou en tout cas d'un paradoxe, c'est-à-dire que ces milieux nationalistes français, ils ont donc émergé après la défaite de 1870, et ils sont marqués, sinon par un revanchisme, en tout cas par une germanophobie extrêmement appuyée. Pour les milieux maurassiens, il est clair qu'un bon allemand, c'est un allemand brun. Donc Nietzsche, finalement, dans ce, dans ce, dans ce contexte intellectuel, Nietzsche apparaît comme une figure ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté, il est absorbé, il est assimilable pour ses auteurs parce que il apparaît comme confirmant finalement les thèses des nationalistes français, comme confirmant leur critique de la modernité, leur critique de la démocratie, leur critique de l'égalité des droits, et ainsi de suite. Donc c'est un Allemand qui dit un petit peu comme eux, c'est un Allemand qui vient confirmer aussi le génie et la supériorité de la France. En effet, Nietzsche est un auteur qui est extrêmement francophile, surtout à partir des années 1870-1880.
extrêmement francophile dans une représentation de la culture française qui serait une culture surtout de sa période classique. Nietzsche est pénétré de la lecture des grands moralistes français, les Pascal, les La Rochefoucauld. Il y a beaucoup donc d'admiration pour la culture française classique, qui est une culture, voilà, justement d'aristocrates, faite d'élégance, de classicisme formel, avec voilà, une concision aussi. Nietzsche aime beaucoup cette culture de l'aphorisme qui va droit au cœur de la, comment dire, la compréhension d'une réalité de manière voilà, très très directe et sans longues explications logiques et discursives. Puis qui est une culture aussi guerrière, hein, voilà, Nietzsche valorise véritablement ces sociétés où l'homme vit pour le danger, pour la lutte. Enfin, il a tout un idéal de l'homme supérieur comme étant tout à la fois la fusion de l'artiste et du guerrier. Et donc c'est justement cette admiration pour la culture classique et pour la France de la période classique qui va rendre acceptable son intégration, ou en tout cas sa discussion, dans les milieux du monarchisme maurassien. Nietzsche apporte finalement une confirmation depuis la culture allemande, c'est-à-dire depuis une culture qui est perçue comme hostile ou potentiellement ennemie, de la supériorité de la France. Et donc, il a un effet il a une capacité à rassurer et en tout cas redonner un certain orgueil finalement à cette France voilà, qui était blessée de sa situation d'affaissement géopolitique depuis la défaite de 1870. C'est quelque chose qui lui permet d'être absorbé dans un certain nombre de milieux, pas toujours même pas uniquement donc les milieux nationalistes, mais plus généralement les cultures politiques de la droite et même au-delà sont fortement sensibles à cette francophilie qui émane des écrits de Nietzsche. Au cours de mon étude, donc elle est structurée par une succession de chapitres qui sont chronothématiques. Donc j'examine différents auteurs, Maurice Barrès, Maurras, les nationalistes et les monarchistes français de la Belle Époque. Et puis j'avance progressivement au cours du temps. Il y a un chapitre qui est consacré au cercle Proudhon, car s'il y a bien un effet que j'ai pu démontrer dans mon étude sur les effets de la lecture de Nietzsche dans les milieux politiques français, c'est la capacité qu'a cet auteur à radicaliser ses lecteurs. Nietzsche, d'ailleurs je me permets de faire une petite digression, Nietzsche est très apprécié dans les milieux radicaux. Je dirais que ça marche aussi bien d'un côté que de l'autre, puisque, j'espère que ça se voit bien pour la caméra, Marc Leroy a fait une étude de la réception de Nietzsche chez les anarchistes. Pardon. On voit que c'est un auteur finalement qui intéresse beaucoup les dissidents, les contestataires, les révolutionnaires ou les contre-révolutionnaires, tous ceux qui sont insatisfaits finalement du consensus libéral et parlementaire de la Troisième République. Et c'est quelque chose qui explique aussi une autre constante dont j'apporte la démonstration dans mon étude, qui est la récurrence finalement des moments où Nietzsche est très débattu et dans des contextes de crise politique. On voit donc que lorsque la situation politique devient très tendue, lorsque justement ce consensus centriste, pourrait-on dire, tend à s'effriter, les milieux contestataires qui sentent voilà, la possibilité d'un changement de régime ou en tout cas d'une transformation significative du rapport de force politique, eh bien, vont avoir tendance à s'appuyer sur les écrits de Nietzsche, qui est un penseur voilà, qui est parfois un petit peu réduit à des mots d'ordre ou à des slogans, mais qui en tout cas appelle, comme pourrait le faire un Machiavel, à la ténacité, à l'action, à l'énergie d'une façon générale. Donc ça explique qu'il puisse séduire aussi bien les contestataires de gauche ou d'extrême gauche et de droite ou d'extrême droite. Alors, dans la deuxième partie de mon étude, je fais un chapitre intermédiaire qui permet de voir la discussion sur Nietzsche durant la Première Guerre mondiale, pardon, où il est repolitisé finalement par la question de savoir si le pangermanisme et l'impérialisme de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale est explicable par la réception de Nietzsche. Il y a un certain nombre de discussions en France, mais aussi à l'étranger, qui surviennent dans cette période-là. Et ensuite, toute la deuxième moitié de mon livre se concentre sur la période de l'entre-deux-guerres jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Donc l'intérêt finalement d'étudier Nietzsche dans cette période longue, c'est de voir au cours du temps comment les transformations du contexte intellectuel changent les enjeux qui sont attachés à la lecture de cet auteur, ce qu'attendent les lecteurs à droite de Nietzsche dans les années 30 est sensiblement différent de ce qui pouvait intéresser ces lecteurs des années 1900. C'est donc aussi la question du renouvellement générationnel et des changements de contexte intellectuel qui est intéressante à mesurer au cours du temps. On voit par exemple dans les années 30 des problématiques autour de la civilisation industrielle, de la technique, de la modernisation des sociétés, de la commercialisation des rapports sociaux, des échanges économiques, toutes sortes de thématiques finalement qui n'étaient pas du tout celles qui intéressaient les lecteurs de Nietzsche au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, donc une trentaine d'années avant. Nietzsche a vraiment en tant qu'écrivain, en tant que auteur qui réfléchit beaucoup à l'évolution des cultures, hein, c'est avant tout un critique de la culture. Nietzsche a une œuvre qui est suffisamment dense et parfois même un petit peu sociologique, pourrait-on dire. Il s'intéresse au type de société, à la manière dont elle se transforme et façonne des individualités différentes, puisqu'il est à recherche du type idéal, du grand homme. L'œuvre de Nietzsche est suffisamment plastique et dense pour se prêter à des enjeux qui sont différents au cours des périodes. Donc, c'est intéressant justement de voir en quoi, dans la durée, ça transforme sa réception. Les années 30 donc, sont de nouveau, après une pause et une phase de stabilisation de la France dans les années 20, les années 30 sont de nouveau une période de crise politique en France, puisque, comme vous le savez, j'imagine, c'est le moment où un certain nombre de crises vont se conjuguer à la fois sur le plan économique avec les effets de la crise de 1929, mais aussi sur le plan politique avec une contestation croissante du régime parlementaire de la Troisième République qui apparaît comme divisée, impuissante, dans un contexte international de plus en plus tendu, avec évidemment, à partir de 1933, l'installation du nazisme en Allemagne et le sentiment que la France est à nouveau menacée. Ça crée des tensions et des crispations politiques importantes à l'intérieur de la France. On peut penser aux événements de l'émeute du 6 février 1934. Le nationalisme français se redéveloppe, y compris dans ses variantes anti-républicaines avec l'Action française, durant cette période de crise successive des années 1930. Et c'est aussi une période, là aussi tout à fait corrélée, de relecture et de réappropriation autour de Nietzsche. Il va susciter un certain nombre d'ouvrages chez les intellectuels de la nouvelle génération à droite dans cette période-là, ceux qui s'appelaient à l'époque la jeune droite, avec par exemple quelqu'un comme Thierry Molnier, qui est probablement l'un des plus fins, l'un des plus subtils des écrivains de cette période-là. Donc, dans ces années-là, Nietzsche intéresse beaucoup. Il faut voir qu'on a affaire à une génération qui a connu la Première Guerre mondiale, qui redoute ou qui s'attend à une nouvelle guerre, et dont certains n'ont pas directement vécu la guerre, mais sont dans une aspiration finalement à être dignes de leurs aînés, être dignes de ceux qui ont fait cette Première Guerre mondiale, et qui ont permis à la France finalement de l'emporter. Nietzsche est beaucoup lu à ce moment-là sous l'angle de, comment dirais-je, celui qui fait l'éloge des valeurs viriles, des valeurs héroïques, un petit peu comme aurait pu le faire un Carlyle, l'écrivain conservateur britannique, parce qu'il s'agit pour les auteurs nationalistes de développer comment dirais-je, un type d'homme qui soit à la hauteur justement des défis qui vont s'abattre sur le pays, un type d'homme qui puisse surmonter la décadence, surmonter les tensions internes de la société. Le nationalisme de cette période est plus souvent peut prendre des formes sociales ou socialisantes. Il cherche à résorber la lutte des classes dans un contexte qui est celui donc de l'entre-deux-guerres, avec des partis communistes puissants, notamment en France, enfin puissants, en tout cas, qui suscitent des angoisses ou des interrogations. Donc un nationalisme qui, justement, peut prendre des formes voilà, héroisantes, socialisantes, ce qui amène naturellement à se poser la question du rapport que peut avoir la lecture de Nietzsche dans les milieux de droite avec la question du fascisme ou du pré-fascisme chez Nietzsche. En effet, cette question a été, je dirais, relancée dans les années 70 avec les écrits de l'auteur israélien Zev Sternel sur le fascisme en France.
Donc, dans mon livre, à différents moments, j'aborde un petit peu cette question. Je traite déjà un petit peu de la question dans l'étude du cercle Proudhon. Je dis quand même, voilà, on pourrait discuter de chaque auteur en particulier, mais de façon générale, on voit que Sternel a comment dire, a une tendance à simplifier les positions des auteurs de manière un petit peu caricaturale. C'est-à-dire que le fascisme a tendance à commencer assez vite. Ça manque un petit peu de finesse conceptuelle par rapport à d'autres historiens euh, qui ont étudié les processus de fascisation ou la proximité entre des groupes euh, de droite radicale et le fascisme stricto sensu. Le fascisme stricto sensu en France a concerné quelques intellectuels et le parti, comment dirais-je, de Doriot, mais ça reste quelque chose qui est aux marges quand même du jeu politique de la France. Et si Nietzsche a pu influencer certains auteurs fascisants, tous ceux qui étaient fascisants n'ont pas forcément été inspirés par l'influence de Nietzsche. Et tous ceux qui étaient influencés par l'influence de Nietzsche n'ont pas forcément cédé à la tentation fasciste. Là encore, l'exemple de quelqu'un comme Thierry Molinier est très intéressant à considérer. Vient ensuite la dernière partie de cette étude qui porte donc sur Nietzsche dans la France de l'occupation, le début des années 40. Là aussi, je m'intéresse à différents milieux de droite qui ont pu exister à cette période. Les milieux qui ont pu être ceux comment dirais-je, des mouvements, des écoles de jeunesse et de formation dans comment dirais-je, du régime de Vichy, donc notamment l'école d'Uriage, la formation des cadres, voilà, dans cette France qui doit gérer finalement un contexte de perte quasi complète de sa souveraineté, de dépendance, le sentiment que la génération précédente a échoué, qu'il faut refaire finalement spirituellement, intellectuellement une nouvelle élite. Donc je regarde un petit peu si Nietzsche a pu jouer dans l'élaboration de cette finalement formation intellectuelle dans cette période-là. De manière plus longue, parce qu'il y a quand même plus de choses à en dire, je montre aussi que durant la Seconde Guerre mondiale, la partie, comment dirais-je, il y a une réception, ou en tout cas, il y a un usage de Nietzsche dans les milieux comment dirais-je, de la collaboration, notamment à Paris, avec certaines figures comme Brasillac particulièrement, qui sont des écrivains qui, pour certains d'entre eux, venaient effectivement des droites nationalistes ou du racisme et qui vont se radicaliser dans comment dirais-je, un suivisme, voilà, une collaboration par rapport à l'Allemagne hitlérienne. Là, les thèmes nietzschéens seront utilisés pour voir finalement dans le fascisme hitlérien le nouvel ordre, le nouvel homme supérieur qui était tant attendu. Donc, je montre finalement la partialité aussi de ces usages, parce que chez Nietzsche, on pourrait trouver facilement des énoncés très favorables ou très bienveillants vis-à-vis des communautés juives en tant que type humain résistant précisément aux malheurs et aux souffrances de l'histoire, qui est quelque chose qui est évidemment complètement ignoré par les auteurs qui veulent en faire une lecture hitlérisante. Enfin, donc là encore, ça montre finalement toute l'ambiguïté, la capacité de cette référence à être utilisée de manière multiple, et même par des gens finalement vont en venir à se combattre, ou en tout cas à faire des choix opposés. Euh, si je devais un petit peu résumer les principales conclusions de mon étude, et puis pour ouvrir la discussion, je dirais que cette recherche montre à quel point Nietzsche a été une ressource intellectuelle à droite, ce qui peut sembler encore une fois surprenant parce que c'est un auteur allemand, parce que c'est un auteur dont les thèmes ne sont pas forcément principalement des thèmes politiques, mais par sa critique de la culture, justement, il se prête à des processus de politisation qui dépendent de contextes, qui sont favorisés, disons, par les contextes de crise politique. Les pics de lecture de l'intérêt pour Nietzsche sont toujours, comment dirais-je, associés à des phases de troubles, à des phases de contestation politique importantes et de troubles dans la société française. Et on peut dire que l'effet général de sa lecture a été une radicalisation antidémocratique, car même s'il serait très simpliste d'en faire un auteur préfasciste, il a incontestablement alimenté une forme d'hostilité à la démocratie, ou en tout cas à la République parlementaire dans le contexte français,
ce qui amène à s'interroger sur finalement la pertinence de cette référence, ou en tout cas d'une telle appropriation, dans la mesure où, durant la période étudiée, les nationalistes français restent des acteurs souvent périphériques par rapport aux majorités et aux jeux politiques en France. Ils ne parviennent pas au pouvoir, donc on peut se demander finalement si ça leur a été si bénéfique que ça de s'appuyer sur un auteur tel que Nietzsche. Alors, dans cette exploration, moi, ce qui fait que je vous ai publié, c'est que c'est un travail qui, premièrement, bon, porte sur la période que j'ai le plus étudiée en histoire des idées, portant du moins en partie, c'est-à-dire les années 20 et 30. Et il est, je le pense, important, même d'un point de vue strictement actualitaire, de rendre à cette époque sa complexité. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais aucun destin de la génération de 14 n'était écrit. Le, Pas plus en France que dans d'autres pays, hein. Personne n'aurait pu dire d'un soldat de 14, ancien instituteur socialisant laïcard, qu'il deviendrait Benito Mussolini. Euh, Personne n'aurait pu croire que trois des élèves de Maurice Barrès allaient s'affronter pendant le second conflit mondial côté français, Pierre Drieux-La Rochelle, Louis Aragon et André Malraux sur, disons, 2,5 côtés de la barrière, vu que Aragon et Malraux sont du même côté, mais pas dans le même camp du côté. Donc, et c'est ce que j'ai apprécié dans cet écrit, c'est que vous rendez à ce qui, alors évidemment, vous ne le rendez pas à 100% parce que c'est pas possible. C'est une période, malheureusement, comme on n'en est pas encore totalement sorti, c'est une période où on a beaucoup de mal à, disons, à dépassionner complètement le débat. Ça m'amène à ma première question. Le, Vous avez, disons, là aussi c'est un des points forts de ce travail, vous avez traité des rapports des droites ou des nationalistes français avec le fascisme. Est-ce que vous pourriez prendre un ou deux exemples pour étayer la complexité de ce sujet qui a été, disons, fragilisé pendant au moins 25 à 30 ans, surtout par l'œuvre de Zef Stiernel, qui, même si aujourd'hui elle se détricote d'elle-même, a laissé une marque considérable. Alors, bah, les droites françaises, déjà, il y en a plusieurs, hein, mais dans le nationalisme français, on pourrait distinguer schématiquement un pôle national conservateur et un pôle national révolutionnaire. C'est-à-dire que les auteurs qui vont être attirés par le fascisme italien sont souvent, c'est ceux qui sont faiblement marqués par une culture religieuse ou le catholicisme. Souvent, ça va être des auteurs qui souhaitent vraiment sortir du clivage gauche-droite et qui vont aller le plus possible piocher des références idéologiques sur le bord opposé dans un esprit de dépassement des clivages. Donc, euh, mais c'est pas non plus complètement vrai au sens où du côté de l'action française, pendant une longue partie des années 30, Mussolini passe comme une référence parce que précisément les aspects vraiment modernistes ou non traditionnels du fascisme italien ont tendance à être minimisés. Ou alors on invente des choses comme le rôle de la monarchie qui sera un élément de stabilisation. Donc c'est difficile. Il y a tout un chapitre d'ailleurs sur les perceptions des États étrangers dans les années 30 et en quoi est-ce que le degré de proximité ou de référence finalement aux écrits de Nietzsche sur la culture peut affecter la perception du fascisme italien, du fascisme allemand, etc.
Mais dans cette période, il y a effectivement des auteurs voilà, qui sont allés très à droite à certains moments et qui ne sont pas devenus fascistes, même parmi ceux qui sont nietzschéens, ou voilà, qui ont des sympathies pour les œuvres de Nietzsche. Je pense que l'exemple de Thierry Molinier est encore une fois très bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se rend compte que essayer de renverser la République au prix d'une guerre civile pour imposer un autre régime qui serait voilà, extrêmement autoritaire n'est pas pertinent dans un contexte où ce serait immédiatement finalement un cadeau pour les ennemis de la France qui pourraient en profiter pour attaquer le pays. Donc, et puis de façon générale, même si on va vers les tendances les plus radicales, comment dirais-je, le dégoût des nationalistes français ou d'un certain nombre d'entre eux pour la Troisième République finissante ne les empêche pas d'aller faire leur devoir en 1939. Il n'y a pas de désertion militaire hein, de ces personnages. Donc, c'est quand même oui, Nietzsche sert de force de radicalisation, etc. Il a des énoncés qui appellent finalement au dépassement, à la surhumanité, à la lutte, mais cette lutte ne prend pas forcément la forme du fascisme italien ou du fascisme allemand, parce que ça reste quand même aussi des auteurs qui sont marqués par la culture française et des valeurs qui peuvent être des références classiques à l'ordre, à une certaine comment dirais-je, chez Maurras, par exemple, il y a toute une défense finalement de la tradition, une perception de la Grèce qui n'est pas du tout celle de Nietzsche, qui est dionysiaque, alors que celle de Maurras serait plutôt une Grèce des colonnes en marbre droite, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire une Mmh. Grèce où les choses sont à leur place et ne bougent pas. Donc, finalement, les aventures révolutionnaires fascistes ne sont pas forcément ce à quoi aspirent les hommes de droite de cette période. Ils trouvent que la société se transforme beaucoup et vite, avec notamment la technique, la massification de la société. Donc, l'idée Oui, de tout renverser n'est pas forcément ce qui attire. puis ils sont très marqués, par le modernisme, dans ce qu'il a eu de plus barbare, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre mécanique, mais Oui, ils sont également toujours marqués par un mouvement qu'on qu'on rappelle à mes yeux jamais assez, qui est le spleen fin de siècle des années 1890. C'est-à-dire quand toute une part de l'Europe se met à déprimer justement par ce progrès qui écrase tout. Ça va donner le syndrome Werner en Autriche, ça va donner le freudisme, hein. Le freudisme naît comme ça, hein, de voir la bourgeoisie autrichienne qui découvre et l'individualité et l'inadaptation au monde contemporain. Et, et on ne se rend pas compte qu'il y a un véritable spleen, une sorte de prise de hauteur par rapport à un 19e siècle, qui est le grand siècle du développement technologique, de la liquidation des distances avec le chemin de fer, etc., etc. On ne se rend pas compte. En réalité, ils ont un vertige du siècle, ce qui fait que, à quelques exceptions d'auteurs marginaux, je pense à Quinton particulièrement, nous n'avons pas d'auteurs qui sont gourmands de la destruction technique, comme peut l'être le premier Ernst Junger. Je dis bien le premier Ernst Junger. oui, bien sûr. Nous, on a très peu d'auteurs comme ça, parce qu'on a une sorte de vrai spleen fin de siècle, surtout chez les nationalistes français. Oui, c'est Le... là où je disais que peut-être une distinction entre un nationalisme à tendance conservatrice serait pertinente par rapport à un nationalisme plus futuriste, justement, Oui, oui, plus oui, moderniste. c'est... Ensuite, bon, comme disait Clémenceau, conservateur, ce mot commence en si mal, mais c'est surtout, moi, si vous voulez, moi, le seul problème que j'ai à l'utilisation du mot conservateur en France, c'est que le conservatisme, c'est très, très marqué de la pensée empirique anglaise, quoi. On a peu l'équivalent là-dessus. Nous. On a peu ça, quand même. Mais je vois ce que vous voulez dire, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois non progressiste et non réactionnaire, au sens strict. Sachant que nous, on a créé plus de réactionnaires que de conservateurs, historiquement parlant. Oui. Donc, autre point, comment est-ce que vous avez pu voir chez certains auteurs étudiés l'aspect, ce que je vais dire est volontairement provoquant, hein, mais
avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour Nietzsche, et Dieu sait que j'en manque pas, je remarque que Nietzsche a un point commun avec certains auteurs dits de la tradition, les René Guénon et autres. C'est-à-dire que c'est un auteur, vous l'avez très bien dit quand vous dites, il les radicalise. Moi, j'observe parfois que Nietzsche est un auteur qui rend fou, qui Mais rend ne l'était-il pas lui-même? Enfin, ne l'est-il oui, pas voilà, devenu? le certes, certes, mais prenez, Artaud qui, dont la santé mentale est un dossier en soi. Heu, j'ai vu peu de enfin, de lecteurs d'Artaud devenir dingues. Des Nietzschéens dingues, toujours aujourd'hui, hein, des jeunes exégètes de Nietzsche qui qui pètent un boulon, j'en ai croisé, y compris dans, ma génération et même un peu dans la vôtre, vu qu'on a quelques années d'écart. Est-ce que vous avez vu des gens vriller au contact de l'œuvre de Nietzsche dans ces années-là? Vriller complètement? Quand on lit, par exemple, Georges Valois vers les années 1909, quelque chose comme ça, lorsqu'il écrit son espèce de livre, les livres de Valois sont très étranges parce qu'ils sont toujours un peu autobiographiques et toujours un peu littéraires, enfin ça part un peu dans tous les sens. Oui, il a l'air d'être d'une santé mentale assez discutable, mais c'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui a été anarchiste, qui a été en Russie, qui en est revenu, et dont les positions à l'intérieur du même livre sont assez fluctuantes. Enfin, c'est pas d'une clarté absolue. Après, est-ce que c'est la faute de Nietzsche? Non, je pense que c'est aussi. Enfin, les Oui, lecteurs il cherchent y a aussi toujours un terrain, hein, les dans la lecteurs psychanalyse, cherchent hein. aussi les œuvres, en fait. Oui, oui, C'est-à-dire tout à fait. Dernier point, est-ce que vous avez pu retirer de cette étude un parallèle contemporain ou pas? Sachant que ce n'y est absolument pas obligé, hein, parce que faut pas tirer les faits par la queue. pense que la philosophie allemande reste importante. Après, sur le plan des idées politiques contemporaines, je suis pas sûr qu'on soit bombardé de penseurs allemands influents, ou alors si c'est le cas, ils sont pas du tout aux extrêmes. Enfin, ça m'évoque rien. Ah non, 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 ils sont, objectivement le penseur le plus influent germanique aujourd'hui, c'est Habermas, Oui, très nettement, et Habermas, c'est le cœur consensuel, de l'euromondialisme. Bon, c'est du c'est néo-kantisme. voilà, donc bon, ça n'exerce sur les milieux alternatifs, même ses écrits sur la technique, quasiment de gauche comme de droite, hein, quasiment, heu, peut-être sur une certaine critique technicienne à gauche et encore de manière très, très, très lointaine, mais sur les autres milieux alternatifs, quasiment aucune influence, aucune. Le, si vous voulez, le je chez dans le penseur allemand qui, à mes yeux, a le plus enfin allemand, de langue allemande, parce qu'il est coréen d'origine. C'est, qui exerce le plus de magistère sur les milieux alternatifs. C'est aussi un grand technique de la, le comment dire? C'est aussi un critique de la technique. Le Je ne veux pas écorcher son nom, Bui Han, et c'est, à mes yeux l'un des alors il est extrêmement traduit en France, très lu dans les milieux alternatifs, distribué en grande maison, en plus. Donc, si vous voulez, le voilà, il est donc, professeur à l'université de Fribourg, mais, il est sud-coréen d'origine et comme son nom l'indique et objectivement, je ne vois pas d'autres penseurs de langue allemande. Il y a des penseurs marginaux sur le protectionnisme comme Wolfgang Drechsler ou autres, mais qui exercent une influence uniquement de niche. Mais voilà, objectivement, la pensée allemande contemporaine, elle est interne au système profondément. Le Elle est dans ce que certains ont appelé le cercle de la raison, vous voyez? Oui.
Et je pense aussi qu'on ne peut pas vraiment faire de parallèle parce que Nietzsche, dans la période où je l'ai étudié, il est surtout considéré comme un écrivain, voire comme un poète. Il ne faut pas oublier que son œuvre la plus lue, c'est le Zarathustra, euh, Oui, qui est quand même, c'est très vrai. pour ceux qui s'intéressent vraiment à son œuvre en détail, c'est le livre le plus hermétique de Nietzsche. Enfin, on en écrit des bibliothèques entières de commentaires. Donc, euh, il y a un côté livre oriental. Il oui, y tout à a, fait. Oui. il est, il est vu d'ailleurs plutôt comme un baladin, hein, vous le disiez très bien, il n'est pas vu comme un. euh, Si la pensée allemande a pu avoir un tel succès, il ne faut pas oublier que ce succès sur la Troisième République repose sur les deux penseurs à système les plus parfaits du modèle allemand, Kant et Hegel. C'est-à-dire deux systèmes parfaits en eux-mêmes, qui peuvent être refusés, mais qui ne peuvent pas subir de critiques internes. Ce qui n'est pas le cas du marxisme, et le marxisme est une pensée allemande mêlée d'énormément de culture anglaise, ce qu'on oublie rarement, ce qu'on oublie souvent. Mais Nietzsche apparaît comme un, oui, oui, c'est vrai, comme une œuvre poétique, un peu comme apparaîtra beaucoup plus tard l'œuvre de Sioran. Qui est lui-même Le, influencé par Nietzsche, d'ailleurs. donc, c'est là, pour le coup, ce type de pensée par aphorisme a quasiment disparu. Enfin, vous avez des penseurs de niche, Roland Jacquard, des gens comme ça, mais vous n'avez pas disons, de penseurs qui aujourd'hui arrivent à devenir central dans un système universitaire ou dans un système de transmission culturelle à partir de l'aphorisme. En tout cas, je n'en vois pas. C'est quelque chose qui, c'est une sorte de caractère littéraire de la pensée, de la science philosophique qui s'est perdu, qui s'est qui s'est peut-être d'ailleurs perdu sous les coups d'un autre penseur allemand qui est Heidegger, mais c'est un autre, et sa lignée, mais ça c'est un autre débat. Donc, euh, donc voilà, mais en termes d'ambiance et d'éclatement de la pensée, vous n'avez, il n'y a pas de parallèle qui vous saute aux yeux. Bon, il est vrai qu'il faut se méfier du truisme sur les années 30 parce qu'on l'entend un peu trop souvent. Honnêtement, non. Enfin, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment d'équivalent dans la pensée contemporaine. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Nietzsche revient tout le temps. Oui, oui, c'est possible, vous l'avez très bien dit, comme c'est un penseur dont l'exégèse sera jamais terminée, notamment parce qu'elle est infaisable, totalement, eh bien, à chaque période de doute, on se tourne vers l'interprète de Zarathustra. Bon, eh bien, ça explique en tout cas le renouveau des études nietzschéennes récentes, ce qui n'est pas nécessairement pour être rassurant. Donc, Julien Dupré, merci beaucoup. Merci à vous. Et, euh, et votre ouvrage est disponible sur le site du Cercle Aristote. Et pour ceux qui le souhaitent, en description, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.